Bonjour, voici mes réflexions sur un sujet brûlant et à mes yeux d'importance, le fonctionnement des médias de masse. Ces réflexions m'occupent depuis très longtemps et avec l'actualité je ressens l'envie de les partager. Pour l'essentiel, je souhaite montrer le fossé entre certains aspects du financement de ces diffuseurs d'informations et le principe de la démocratie. Fossé les empêchant de tenir pleinement leur rôle et suffisant pour déstabiliser une partie de la société. Le but final serait la remise en question de cette partie du système médiatique, interrogation sur le présent et le passé. Ainsi, je me fais lanceur d'alerte sur ce sujet singulier des médias de masse. Le périmètre du sujet s'éclaircira avec les exemples, mais globalement, je vais parler des entreprises de diffusion, dont l'information touche une grande masse de la population à la fois, et dont le financement dépend de la publicité. Les chaînes de télévision et radio à forte audience, grands titres de presse. Par précaution, rappelons qu'il est important de ne rien sortir de son contexte et d'écouter la totalité des arguments. Enfin, à certains moments, je parlerai de démocratie, pouvoir par le peuple, mais aussi de démocratie, le pouvoir des mots, en séparant bien démocratie, pouvoir des médias de masse. Qui je suis et de quel point de vue je parle? J'ai fait des études d'ingénieur, métier que j'ai pratiqué un peu plus de 3 ans. Assez vite, je me suis recyclé et depuis 25 ans, je suis artisan dans le domaine du bois. Je fabrique des objets à la demande, à partir d'arbres, de planches, de toutes sortes d'espèces locales, des assiettes, des pieds de table, des manches d'outils. J'habite en France, dans un tout petit village, où on a élevé nos enfants avec ma compagne, village où toutes les contraintes et valeurs de la vie sont bien présentes. Concernant les médias de masse, je ne souhaite pas parler de l'aspect propagande, manigance et compagnie, sur lequel on peut déjà trouver pas mal de thèses. Je vais ici développer ce que je ressens et comprends du modèle marchand et du marketing de l'information de cette grosse machine, en me situant comme simple observateur passionné pour tirer mes conclusions. Et je tente une proposition parce qu'elle m'a l'air de se tenir. Ma source, c'est ce que tout téléspectateur peut voir ou entendre. J'évoque une image dont je me resservirai en la précisant. Elle consiste à dire qu'on pourrait mettre les gens dans 2 familles, les réveillés, informés, engagés, et les autres, les endormis, inconscients, suiveurs. Un jour, une journaliste me l'a complété. Les gens sont endormis peut-être, mais il y en a aussi qui font semblant de dormir. Cela, tu ne peux pas les réveiller. Faire semblant, c'est en réalité se maîtriser. Ça m'a fait réfléchir et je me suis dit qu'en définitive, il y avait en plus des réveillés, des endormis, de ceux qui font semblant, des gens ayant été anesthésiés à leur insu, malgré eux. Ils dorment très profondément, ne font pas semblant, et pour les rendre à nouveau conscients, il faut un antidote. Et puis il y a aussi les hypnotisés, à l'allure éveillée, mais qui dorment complètement, font ce qu'on leur dit, donnant l'illusion d'être consentants. Et ceux qui sont parfaitement réveillés, qui ne font rien, et on pourrait en imaginer d'autres. Cette image m'inspire qu'avant de prétendre « les gens font ci contre la nature » ou « ça contre d'autres humains », il faut être sûr qu'ils n'ont pas été victimes de malveillance les ayant endormis, les droguant malgré eux, les amenant à exécuter des actions sans conscience ou à construire ou penser contre leurs aspirations profondes. Le contexte maintenant, on entend en ce moment sur les antennes par la voix des animateurs. Les médias de masse doivent-ils ou non être les procureurs de telle et telle cause? Le sujet mérite sûrement réflexion. Personnellement, je souhaite faire entendre là-dessus une voix inaudible, celle des citoyens, voix qui pourrait légitimement revendiquer « nous, éléments de base constituant la société, avons le droit et le devoir d'être les procureurs du fonctionnement médiatique. » En effet, tout le monde est impacté par le fonctionnement médiatique, et dès que ce fonctionnement n'est pas impartial, universel ou indépendant de pressions comme l'argent, le pouvoir, la notoriété, la société ne va plus là où elle voudrait aller vraiment. Dit autrement, au-delà de savoir si on va vers 2 ou 5 degrés de réchauffement, les citoyens doivent être informés sur le lien entre le fonctionnement des médias de masse et ce réchauffement, qu'il soit de 2 ou 5 degrés. Notre conscience citoyenne doit aussi connaître précisément la différence entre les phénomènes marginaux, certes curieux mais insignifiants, présentés comme la réalité, et la réalité. De même, on nous doit les raisons de l'écart qu'il y a entre les belles intentions des animateurs télé ou les valeurs des sportifs et leurs actes réels. Voilà située une première importance du sujet. Pour débuter, plutôt que de parler de l'histoire des médias depuis 500 ans, je propose un pas de côté. L'humain a une pensée spéciale, il n'y a pas que lui qui pense, mais il pense de manière spécifique. C'est par exemple la seule espèce à élaborer des théories pour savoir comment pensent les autres espèces.
De là, en tant qu'être conscient, réfléchissant, créant une évolution rapide, il a besoin pour vivre d'avoir des connaissances, des informations, davantage qu'on a cette impression pour un éléphant ou un arbre ou une abeille. De la qualité de l'information dépend la qualité de ses actes, donc de sa survie. Si on compare l'information à la nourriture, une nourriture avariée risque de faire mourir un organisme. De la même façon, avec des informations mauvaises, le cerveau humain risque de prendre des décisions aux conséquences graves, voire mortelles. L'information est donc la nourriture la plus essentielle à l'humain, la connaissance par le biais de l'information, nourriture essentielle pour tous les humains. Dans toute espèce, chaque individu cherche la nourriture la meilleure possible. Elle n'est pas réservée à l'élite. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'avant d'acheter une nourriture, l'humain nourrit son cerveau en se posant des questions. Avant toute action, son mental étudie les informations dont il dispose. Ça dure parfois une demi-seconde, une minute, une heure, voire une semaine. Mais toute source d'information est importante, information dont la qualité est primordiale. D'où le sujet des médias de masse, qui non seulement apportent de l'information, mais en plus l'apportent à un maximum d'humains en même temps. C'est le principe. Ils ont été créés par souci d'efficacité sociale et financière dans un but altruiste, exemplaire et nécessaire. Ils sont en quelque sorte une source vitale pour tous les sujets de société importants, la politique, la santé, l'alimentation, la défense, l'éducation. Alors là, il y a un premier élément d'interrogation. Il est capital d'être informé des sujets de la vie en société, d'accord, mais les médias de masse font partie de ces sujets. Ils devraient eux aussi être l'objet d'informations minutieuses. Et dans les faits, que connaissons-nous de leur fonctionnement, de leurs sources, de leur état de santé démocratique ? Imaginez qu'ils se mettent à suivre un modèle fondé sur l'argent ou sur des idées politiques. Leur influence étant énorme, ça pourrait être très dangereux pour la démocratie. Les médias de masse ont un des pouvoirs les plus grands, celui des mots, la démocratie. Ils devraient donc rendre compte à toute la société de leur bilan, de leurs actions, de leur fonctionnement, tous les jours, objectivement, par des acteurs indépendants. En démocratie, on le demande de la part de tout pouvoir. Et si on constatait que le système médiatique de masse n'était plus conforme à la démocratie, il serait absolument prioritaire d'y remédier. Car nourrissant la population sur tous les autres domaines, on ne pourrait plus avancer démocratiquement. Avec l'accélération des phénomènes, on va avoir besoin de moyens d'information exemplaires pour changer les habitudes sur Terre. En démocratie, les médias de masse constituent ce moyen. Voilà encore une importance majeure à parler d'eux. Sans être utopiste, un système d'information se réclamant de la démocratie doit apporter aux gens une information sérieuse, plurielle, adaptée pour tout le monde, avec une qualité irréprochable, quitte à en faire moins. Les médias de masse ne devraient pas répondre aux sirènes de la croissance, en faire toujours de plus en plus et de plus en plus vite. Rien que cela est très néfaste à l'information et peut entraîner un certain abrutissement. Je pense qu'on peut aussi attendre d'eux qu'ils réduisent l'écart entre la réalité et ce qu'ils présentent. Or, certaines émissions, reportages, débats cherchent à piquer la curiosité, à faire de l'audience, et alors cet écart se creuse. La démocratie n'a rien à y gagner. Le point de vue choisi pour parler doit être clairement identifié, les différents types d'informations précisées, sans mélanger les genres, à l'insu du public. L'interview est aussi très importante, comme outil vivant essentiel de l'information. Elle doit être d'un apport le plus positif possible. La personne interviewée, concernée par le sujet traité, devrait pouvoir prendre le temps d'y réfléchir, choisir le cadre d'interview, celui dans lequel elle est à l'aise, pour s'exprimer le mieux possible, corriger les erreurs avant diffusion, prendre le temps face aux questions réclamant réflexion, ou face à une remarque embarrassante. Les droits et devoirs de l'interviewé et de l'intervieweur sont à réfléchir ensemble. En démocratie, ils sont dans un rapport égal de pouvoir. Les médias de masse devraient participer à l'éducation aussi. À l'occasion d'une émission sur les déchets, à la radio, je me souviens, un journaliste disait que son rôle n'était pas d'éduquer les gens pour leur montrer comment trier, économiser les ressources, arrêter de consommer. Son rôle se bornait à faire voir la réalité. Bien. Mais quand il s'agit de sport, là, les journalistes se trouvent des qualités pour éduquer, à regarder, analyser, peaufiner des idées, apporter des tas d'informations qui suscitent l'envie de regarder de plus en plus de matchs. Pareil pour les voitures ou les portables pour en faire acheter de plus en plus. Ils savent aussi faire miroiter des contrées pour aller les visiter en masse. Ces exemples montrent leur maîtrise des outils d'éducation. Il ne faudrait pas qu'ils les utilisent quand cela arrange leurs affaires et les ignorent pour d'autres sujets. En écho à l'image de l'introduction, les médias de masse devraient avoir pour mission essentielle de réveiller les gens qui dorment,
pousser ceux qui font semblant à ouvrir les yeux, administrer l'antidote adapté à ceux qui ont été anesthésiés, désinhiber les hypnotisés, tout en continuant à informer les éveillés plus conscients de la réalité. Abordons maintenant l'aspect financement pour comprendre pourquoi la remise en question des systèmes d'information n'est pas assez engagée sur la voie démocratique, malgré l'omniprésence de cette idée dans leur discours. Le fonctionnement des médias de masse a profondément changé quand, pour faire du chiffre d'affaires, ils ont eu l'idée de ne plus vendre l'information comme un produit, mais de se servir de cette information comme d'un appât. C'est-à-dire que ce qui est présenté comme de l'information sert à mettre le public devant la télé. On va prendre cet exemple le plus symbolique. Ils choisissent le point de vue qui va dans ce sens, même si ce point de vue écarte la réalité et l'information. Ensuite, il suffit aux médias de masse de dire aux entreprises qui vendent des voitures, des portables, de la lessive, que des millions de personnes vont les regarder pour persuader ces entreprises industrielles d'acheter du temps de publicité. Ce temps est vendu très cher et rapporte de l'argent en masse aux médias. Et les entreprises y trouvent leur compte en vendant voitures, portables, lessives en masse. Voilà le principe. Les médias de masse axent donc leur énergie sur la recherche du point de vue qui fait regarder la télé à un maximum de personnes, et informer correctement les gens n'est plus leur principal souci. Malgré leur redevance, les gens qui regardent ou écoutent les médias de masse ne sont pas du tout des clients prioritaires. De la fonction prévue d'informateur du public en masse, ils sont passés à celle de fabricants d'audience, exploiteurs à but lucratif de la masse que représente leur public. Fonctionnement beaucoup plus rentable. Bien entendu, le propos concerne les grands médias, car leur fonctionnement implique tout le monde, qu'on les regarde ou non. Certains argumentent ne plus regarder la télé parce qu'elle est nulle, que tout y est débile, discours complètement audible. Cependant, il y a là une contrepartie. Cela permet à cette télé de ne pas être freinée par ceux qui pourraient la critiquer, l'ébranler, la repenser. Elle a le champ libre pour atteindre sa cible idéale, cible d'autant plus vulnérable qu'elle devient prévisible. Et cette cible représente la grande majorité de la société. Par ses choix de consommation, orientés par la télé, cette majorité entraîne tout le monde, même ceux qui ne la regardent pas, même les militants ayant des solutions pour sauver la planète. Supposons dans une vision idéale une population éclairée par des médias petits, moyens et grands. Grâce à ces différents points de vue, elle pourra se faire une opinion sur un sujet quel qu'il soit. Même si ça prend du temps, ça peut marcher. Mais dans notre système, les médias de masse faussent ce jeu. Ils choisissent le point de vue qui fait le maximum d'audience, le buzz comme on dit maintenant, ainsi ils captent les regards. Leur solution, les idées qu'ils présentent, recueillent le maximum d'audience, effectivement, mais grâce au principe de la curiosité. Ils ne cherchent pas la vérité ou des arguments pour éclairer les gens, ils n'ont pas une vision qui serait bonne par rapport à d'autres visions qui seraient mauvaises sur les petits médias. Ainsi, touchant une énorme masse de gens, ils gagnent beaucoup d'argent de publicité. En d'autres termes, ils ont les moyens financiers pour présenter le mieux possible les informations qu'ils ont choisies pour leur curiosité au public, se payer un animateur vedette et faire le buzz. Le métier des médias de masse est du pur marketing, de la communication efficace, toujours en lien avec les produits vendus dans les publicités. Ils ne sont pas regardés parce qu'ils ont la meilleure analyse, mais parce qu'ils sont beaucoup regardés. La ruse marketing fonctionne, elle vise à piéger le public à son insu, non pas l'endormir, mais l'hypnotiser, lui faire croire que les médias de masse ont la meilleure analyse. Et le public, convaincu en toute bonne foi des idées élaborées, va entraîner tout le monde. Les médias de masse peuvent dormir tranquilles. Ils gèrent de haut un cercle vicieux lié à l'argent et à l'audience, mais pas à la raison ou au bon sens. Je prendrai souvent l'exemple de la télé car elle est une des grosses locomotives de la fabrication de l'information, du passage d'idées, de l'orientation de l'opinion, aussi sur Internet. Les médias de masse classiques sont beaucoup plus influents qu'on ne l'imagine. Une précaution s'impose, marquer la différence entre les médias de masse et les journalistes. Les journalistes, c'est tout ce peuple de l'ombre, du terrain, faisant des reportages, investiguant, qui risque jusqu'à sa vie, accumule une masse d'informations gigantesque et documentée. Ce sont des gens qui ont une motivation passionnée pour faire savoir et éclairer. Et il y a ce qu'on appelle ici médias de masse, entreprises avec des dirigeants, des stratégies commerciales, des animateurs sélectionnés, qui choisissent, parmi le travail journalistique, ceux qui arrangent leurs intérêts.
Ils modifient, emballent avec des jolies images et des mots ronflants pour diffuser et séduire. Donc, quand je parle des médias de masse, c'est bien des entreprises de diffusion d'informations qu'il s'agit, informations recherchées et traitées professionnellement par les journalistes. Il ne faut pas considérer comme une seule entité médias de masse et journalistes, même si parfois ils sont alliés. Résumons. Pour vendre le plus cher possible le temps de publicité auprès des gros clients, les industriels, le nombre de téléspectateurs doit être maximum. En temps de Coupe du Monde de football, la minute de publicité peut se vendre 5 à 600 000 euros. À cause de la concurrence, il ne s'agit pas de dire une vérité épanouissante, universelle ou de bon sens, mais de ne montrer qu'une face de cette vérité, celle qui attire le plus. Et que montrent les études sur le cerveau? La face attirante, c'est, manque de chance, le côté obscur, sombre, funeste des choses. Alors les médias de masse se concurrencent pour montrer cette face, voire l'exagérer. Et on présente cette vision noire au nom d'un principe universel pur et beau, la liberté d'expression. Bien entendu, si exceptionnellement le buzz est du côté positif, alors on verra à cette occasion quelques images reflétant une belle réalité, mais il ne faut pas se méprendre. Dans ce cas-là, c'est que ce point de vue fait vendre. Les diffuseurs d'informations ne sont pas devenus vertueux. Ainsi, tout est mélangé, confus, intercalé de publicités montrant toujours un côté idéal, et la motivation n'est pas altruiste, ce n'est pas pour donner au public de quoi se faire une opinion, c'est pour gagner des parts de marché d'audience. Bien sûr, les médias de masse doivent être fins, prudents. Les programmes diffusés coûtent cher. La consommation de masse ne doit pas être impactée, car consommation égale publicité égale argent. Ils ne doivent pas donner de solutions réelles d'envergure suffisante pour vraiment résoudre les problèmes. Par exemple, quand ils ont parlé de supprimer les tickets de caisse au nom de l'écologie, ils n'ont jamais comparé avec les milliers de tonnes de tracts publicitaires, cause infiniment plus grave de pollution. Au sujet des veilles à éteindre sur les appareils électriques pour sauver le climat, l'idée de réduire les appareils électriques, ou en tout cas de ne pas en créer de nouveaux, n'a jamais été effleurée. Quant à replanter quelques arbres en ville pour réoxygéner la planète, c'est bien l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème, c'est la déforestation des milliers de kilomètres carrés dans le monde. Sauf quand ils y sont contraints, les médias de masse ne font rien pour arrêter la consommation. Ils affichent une conscience de façade avec des broutilles, et on ne peut pas les accuser de ne rien faire, ils diffusent de l'information. Le problème, c'est qu'en l'occurrence, ces mammouths font la part d'un colibri. En voyant ça, on est en droit de se demander, peut-on attendre que la population soit vertueuse pour l'environnement, alors que manifestement les garants de l'information font l'inverse du vertueux? L'exemple a ici force de pouvoir. L'information est une chose, mais la manière dont elle est diffusée, les modes de fonctionnement utilisés, les publicités passant avant et après sont des éléments orientant les comportements. Ces 30 dernières années, les animateurs télé ont joyeusement ironisé, ont tourné en dérision les lanceurs d'alerte à propos du climat. On peut affirmer aujourd'hui que cette posture moqueuse était juste destinée à faire de l'audience, puisque ces animateurs savaient pertinemment ce qui allait arriver quelques années plus tard. Ils ont toujours eu les yeux sur les voyants climatiques. Ils les ont vus passer du vert à l'orange foncé, au rouge clair puis au rouge vif, mais pour eux l'urgence était ailleurs. Les médias de masse se disent démocratiques, défendent l'idée, mais favorisent par fonctionnement une autre doctrine. À cause de ce financement d'une entreprise médiatique de masse qui veut croître, on a une explication à certains des dérèglements de la société sans qu'aucun projet machiavélique ou autre complot ne soit nécessaire. Le fait qu'aujourd'hui des milliardaires cherchent à acheter les médias de masse est donc compréhensible. Faire de la publicité pour vendre leurs produits, vanter leurs modèles en utilisant la télé sont parmi les stratégies des milliardaires. Cependant, il y a quelque chose de curieux. Les médias s'offusquent de l'opération, s'en font l'écho, alors que leur fonctionnement n'est pas démocratique depuis longtemps. Leurs clients sont déjà majoritairement des industriels, des joueurs, voire l'État qui redistribue les redevances en fonction de l'audimat. Les médias de masse brandissent donc la liberté d'expression en disant qu'elle est menacée, mais utilisent depuis longtemps son prétexte pour mener à bien leur business. Il est bien possible que cette histoire de reprise par des milliardaires ne soit pas une crise, mais une évolution logique, et une opportunité pour créer de l'audience. Que l'achat ait lieu ou non, ça ne changera pas grand-chose à la réalité médiatique vue des citoyens. Une vraie révolution consisterait à essayer un autre fonctionnement que celui à l'audience. Le pouvoir des mots doit rejoindre son territoire normal, la société elle-même, nous tous. Ainsi la démocratie rejoindrait la démocratie. Malgré tout, la médiatisation de masse a le pouvoir de faire changer le monde avec quelques phrases en quelques jours.
On le constate. Pour sauver la planète, il suffirait de trouver le bon fonctionnement médiatique. Est-ce tel livre exceptionnel qui change le monde, ou tel film prodigieux? Si ces œuvres restent dans l'ombre, rien ne change. Et il y a des œuvres, des humains, des joyaux prodigieux, des projets pour vivre en harmonie, absolument pas connus du public. Depuis que l'emprise médiatique dont on parle est à l'œuvre, le monde n'est pas objectivement guidé par les meilleures choses, mais par celles qui représentent une curiosité pour la masse des gens, ou celle qui est bien racontée, qu'elle ait ou non un intérêt réel. Dès qu'un média de masse se met sur le coup, le plus piètre et sombre navet, la mauvaise farce littéraire ou le plus piteux des tableaux peut devenir une référence et influencer le monde. Si par hasard un chef-d'œuvre, investi de valeurs plus fortes que les publicités ou le fric, suscite la curiosité médiatique, alors tant mieux pour l'humanité. Mais sinon, catastrophe, rapide et massive. Pour améliorer la vie en société, il y a une coopération vitale et urgente à faire, que ceux qui savent bien parler ou écrire se mettent au service de ceux qui connaissent les solutions. J'évoquais au début l'importance d'être tenu au courant du fonctionnement médiatique. Si on nous donne l'impression qu'on sait tout, qu'on a tout pour penser, et que malgré cela la planète déraille comme en ce moment, c'est peut-être parce qu'on a juste l'impression de pouvoir se faire une opinion, que les informations sont juste bien présentées, maquillées, empaquetées, mais ne nous permettent pas de bien agir. Comment savoir si les informations sont dignes de foi? Un élément de réponse, pas suffisant mais indispensable, est d'être informé du fonctionnement des médias, de connaître les rouages et les ressorts de la machine à faire les opinions. À force d'expérience, l'humanité s'est aperçue qu'il était nécessaire d'avoir une police des polices, des inspections des professeurs, des cours de justice supérieure, etc. Mais on n'a toujours pas de médias des médias, informateurs non pas de l'actualité, mais du fonctionnement médiatique. Et voilà encore un écueil. Vu que ce sont eux les donneurs d'informations, les médias de masse font en sorte qu'on n'aille pas voir comment ils fonctionnent. D'ailleurs, remarquez, quand on parle entre citoyens, on ne compare que les informations, c'est tout. En même temps que de nous abreuver d'informations, les médias de masse n'oublient pas de nous flatter. Le public est tout à fait mature pour comprendre, pour se faire une opinion. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, dit La Fontaine. Celui qui est beau parleur met sous emprise celui qui l'écoute. Serions-nous sous emprise? Après des reportages sur leur fonctionnement, on regarderait autrement les médias de masse, on se ferait une opinion éclairée et critique pour faire évoluer le système. Alors que le sens critique est vital, qu'il doit être maintenu aiguisé, affûté, le fonctionnement médiatique l'émousse, le rend inefficace. Alors qu'il nécessite une tête bien huilée, 5 sens bien épanouis, des émotions et des sentiments mis à l'épreuve, et une alimentation de premier choix, la médiatisation de masse atrophie ces éléments. Elle ne permet pas la remise en question de fond. Elle éloigne les citoyens des relations étroites et régulières avec la nature, avec l'art en direct, les activités constantes avec les enfants et les autres adultes, le temps lent, le travail manuel, la lecture et son pendant indissociable, l'écriture, le calme, la sérénité. Actuellement, en regardant des débats, on a du mal à faire la différence entre l'argument et la manipulation, le sourire authentique et le rictus commercial, le développement logique et le raccourci tronqué. Serait-ce que notre sens critique s'estompe? L'information est une simple matière brute, pas un produit fini ou raffiné. Les informateurs savent bien pourquoi ils nous gavent d'informations. Ils mobilisent toute notre énergie mentale, tout notre être, nous prennent notre temps. On n'a plus le loisir de réfléchir ou d'analyser, on n'a plus le temps de faire le nécessaire pour aimer notre terre, l'entretenir. Derrière cette manière de faire, il y a une raison. Des études du comportement humain disent qu'en réfléchissant moins, on consomme davantage. Et en consommant davantage, on atrophie le sens critique et l'humanité. De l'information en abondance ne donne pas un bon sens critique. Un menuisier n'est pas compétent parce qu'il gère un énorme stock de tous les bois. Il doit prendre le temps de travailler sur ses machines. Et dans cette image, le menuisier, pour être un bon artisan, doit savoir travailler tous les bois, n'avoir peur ni du chêne, ni du merisier, ni du sapin. On ne doit pas craindre de tenir compte d'un peu tous les médias pour affiner son sens critique. Je vais parler ici des libertés d'expression, celles des médias de masse et des journalistes, mais aussi celles du citoyen, de tout citoyen. Pour respecter les deux, il doit s'instaurer un jeu de ping-pong entre elles, dont le but est d'arriver à être objectif, neutre, juste, en évitant les abus de pouvoir. On attribue à Voltaire la pensée « Pour savoir où est le pouvoir effectivement, trouver ceux qu'on ne peut pas critiquer ». Aujourd'hui, on peut critiquer à peu près tout,
mais les plus susceptibles, et de loin, sont les médias de masse. En démocratie, on devrait pouvoir s'exprimer en toute quiétude à propos des supports ou des personnes qui sont censés être nos porte-voix, porter un regard critique, appuyer, argumenter, sans peur de fausses rumeurs, de calomnies ou de ripostes immédiates et outrées. Et pourtant, sur un plateau télé, quand on risque une critique sur le milieu médiatique, on se voit tout de suite repris du tac au tac. Les animateurs de médias de masse sont les seuls à pouvoir répondre avec véhémence, immédiatement. Pour les citoyens, où ce droit de réponse immédiat est-il visible, autorisé, librement donné comme aux animateurs télévision? Eh bien, nulle part. Il est monnaie courante qu'après la diffusion d'un reportage concernant, par exemple, un directeur d'usine, celui-ci s'offusque. « Oh, mais c'est pas du tout la réalité de la vie de mon entreprise, pourquoi montre-t-il ça ?» Avec ce commentaire en plus, je leur avais pourtant dit des choses plus importantes sur les ouvriers et le comité d'entreprise. Comment je vais pouvoir corriger ce point de vue maintenant? Cette réaction, c'est la liberté d'expression du citoyen pourtant. Oubliant sa rancœur, le lendemain, le même directeur envoyant un reportage à propos des paysans, milieu, imaginons qu'il ne connaît pas bien, va s'exclamer « Ah, mais c'est dingue ce qui se passe chez les agriculteurs. Je ne pensais pas qu'ils en étaient à ce point, ces lascars. » Et les lascars en question, ce ne sont jamais les journalistes ou les médias, non, ce sont les agriculteurs, ou d'autres sur lesquels les médias de masse diffusent des éléments, les politiques, les artisans, les fonctionnaires, au nom de la liberté d'expression, sans que les concernés puissent corriger du tac au tac, librement. Les médias de masse sont de vrais anesthésistes. Ils réveillent ou endorment le sens critique, font oublier ce qui les dérange, font gober à ce public une nourriture avariée durant un coma provoqué. Avec ce style d'interview, ils sèment le trouble, ouvrent des crevasses dans la compréhension commune des choses du quotidien, fragilisent le lien social, donc la démocratie. Les médias de masse font croire que de faire des reportages selon leurs critères, c'est la liberté d'expression. Ce que j'observe plutôt, c'est qu'ils exploitent le fait que la liberté d'expression autorise tout et choisissent la meilleure opportunité pour faire de l'argent au détriment de la société. La liberté d'expression devrait être éclairée, adossée à une obligation de vérité, en permettant aux concernés par un reportage un droit de correction, au nom de leur liberté d'expression de citoyens. Je ne parle pas là des avis ou des ressentis des journalistes. Je parle de ce que les interviewés connaissent, sur lequel ils sont qualifiés. Les médias de masse ont beau faire croire qu'ils mettent des garde-fous, par exemple en citant les journalistes, dès qu'il y a eu choix pernicieux de point de vue, le mal est fait. En plus, soyons francs, face à des images et à leurs commentaires, on est en confiance. Une confiance médiatique, contractuelle pourrait-on dire. Donc, le dépassement de certaines limites relève clairement de l'abus de confiance. L'information fondée sur le buzz est comme une drogue et peut entraîner, outre une certaine passivité, l'individualisme et l'éloignement de la nature, une addiction certaine. Les émissions parlent des dangers des addictions, comme la drogue, le tabac ou l'alcool, tout en rendant le public addict à ces émissions elles-mêmes. Mais les médias de masse ne font jamais d'émissions pour parler de cette addiction aux émissions, plus dangereuse pourtant, car elle peut créer les autres et développer l'addiction de passer à la télévision. Depuis 40 ans, les médias de masse jouent un jeu bien pensé, rentable mais très risqué socialement. Imaginez, on passe un jour une information sur des événements marginaux, peu ordinaires, sans prendre trop de précautions, je ne sais pas, le vol de colis dans les immeubles par exemple. Par la simple diffusion massive, on risque de donner des idées et d'en faire un problème de demain. Quand les commentaires et les images sont bien choisis, on fait beaucoup d'audience, mais on augmente aussi la probabilité que quelques téléspectateurs soient influencés et inventent une folie, rien que pour passer à la télévision. Tout cela est fait au nom de la liberté d'expression, associée dans l'ombre à la pérennité financière. Et si cela détruit la société, c'est encore intéressant pour d'autres reportages sur cette destruction. Ce fonctionnement pourrait très bien être à l'origine de l'obésité, par exemple, la publicité faisant l'autre partie du travail, du mal-être général, d'une part du terrorisme sans doute, de l'abstention record aux élections, qui sait, voire du dérèglement climatique. Les médias de masse sont-ils le reflet de la société comme ils le prétendent, ou poussent-ils la société vers un modèle ? À propos de la télé-réalité, on peut avoir l'impression que nos enfants ressemblent aux jeunes de ces émissions, et même que c'est logique, puisque les médias de masse prennent des jeunes de la société. Mais si, en réalité, les candidats participants étaient sélectionnés, briefés pour avoir des comportements créant de l'audience et montrant une façon d'être pour faire consommer,
Dans ce scénario, plus plausible, nos enfants se font alors influencer par ces émissions. Ils sont otages, puis sacrifiés. Dans télé-réalité, il faut plutôt lire réalité de la télé. Rien n'est naturel ou reflet de société. Et on accusera les enfants d'être comme ci ou comme ça, sans rien dire des médias de masse responsables. Sur un autre sujet, on constate assez facilement la tendance des animateurs à raisonner à l'aide d'arguments binaires, c'est-à-dire c'est quelque chose ou son contraire, on est de droite ou de gauche. En plus de l'être eux-mêmes, ces animateurs incitent les invités et les interviewés, les guident, pour répondre de cette façon sans nuance. Pour justifier cela, ils ont un argument. Tous les humains sont par essence binaires. Eux-mêmes, animateurs étant des humains, ils sont binaires. Mon analyse, c'est que les médias poussent dans le sens du binaire par calcul. C'est plus vendeur, ça fait le buzz de délivrer des messages binaires, contrastés, simplistes. Si les gens de la société sont devenus binaires, c'est par mimétisme, à force d'être drogués depuis 40 ans avec cet exemple sur les antennes. Quand on leur demande ce qu'ils attendent des médias de masse, les gens le disent sans détour, de l'information la plus vraie possible. Quand on interroge les médias de masse, eux prétendent on est obligé de diffuser ce que les gens veulent entendre, sinon ils ne sont pas contents. En apparence, on se demande si on parle bien de la même chose. Voilà une explication. Les médias de masse sont contents quand l'audience est haute. Ils cherchent en conséquence des sujets à sensation. Les gens regardent, alors c'est fait pour. Ils ne sont pas contents pour autant. Autrement dit, les médias de masse parlent à la place des gens, ils choisissent leurs propres critères, l'audience, pour décréter si les gens sont contents ou non. Ainsi, ils titrent « Une passion française pour les faits divers ». On constate cet engouement, mais il est prévisible. Les faits divers susciteront toujours la curiosité. Les études montrent que l'esprit humain est hyper réceptif à ce genre de messages. Il n'y a aucune passion française pour les faits divers, il y a juste des médias de masse fonctionnant à l'audience, sachant créer des titres attirants et manipulateurs. Les médias de masse sont devenus des industries énormes, énergivores, addictives, destructrices, mais elles ont aussi imaginé la manière de se faire oublier. L'écran de fumée que sont les informations incroyables diffusées qui nous anesthésient. Et sous anesthésie, comment ne pas tout croire ? Jamais les médias de masse ne sont évoqués comme cause possible dans les problèmes sociaux. Forcément, ils sont maîtres des émissions. Ils focalisent le regard des citoyens sur d'autres causes et font ainsi oublier leur présence et leur influence. Oublier. Aurez-vous remarqué une chose ? Les premiers reportages, ceux du journal télévisé, sont en général contre les projets qui proposent des solutions militantes. Notre-Dame-des-Landes, les Gilets jaunes, le nucléaire, la paysannerie, la destruction des forêts. Dans la crise, on montre des zadistes acharnés, bornés, méchants. Les faux Gilets jaunes qui cassent, massacrent. Des paysans et des bûcherons obstinés. Et après que l'audience a porté ses fruits une première fois avec le vicieux, après le coup de feu, 2 ou 3 ans plus tard, on nous montre la réalité vécue par les zadistes, les paysans, les militants. Ils font de l'audience une deuxième fois avec une vérité plus vraie, et en général un son de cloche opposé, et la population s'émeut de cette réalité qu'elle croyait inverse, parce qu'on lui a montré l'inverse. Tout cela se passe sur les mêmes médias, ils se chargent de nous faire oublier, l'anesthésie continue son œuvre destructrice, disons-le, il y a conflit d'intérêts et délit d'initié. Les médias de masse passent de l'énergie à faire 2, voire 3 fois de l'audience, et ils font des émules. En effet, on constate que la société passe aussi beaucoup d'énergie pour dire de faire des examens de prévention pour les cancers, plutôt que de passer cette même énergie à dire aux gens d'arrêter de manger des aliments industriels, de manger moins de graisse, de sucre, de viande. Et les publicités pour les médicaments rajoutent une manière de faire de l'argent. On va encore dans le sens de la croissance, la santé est oubliée, voire pire. Le détournement du regard. Je ne m'étendrai pas sur la technique qui consiste à sortir une phrase ou un élément de son contexte pour appuyer une thèse ou porter une attaque. Ce procédé indigne d'un travail sérieux d'information est déjà couramment dénoncé par tous ceux qui en sont victimes, les premières victimes muettes étant la démocratie, le droit à considérer l'intégrité des gens, le bon sens, le respect d'un raisonnement complet et intelligent sur un sujet. Personne n'est à l'abri de ce genre de pratique, en particulier les lanceurs d'alerte. Il y a aussi détournement du regard, quand un éditorialiste demande avec supériorité à un homme politique s'il juge valable l'utilisation qu'il fait de l'argent public. Les médias de masse reçoivent de l'argent public et ce qu'ils font comme travail démocratique est-il valable ? Les citoyens payeurs leur confient une tâche. Est-elle bien faite ? Là, le regard est détourné. En effet, les citoyens ne sont pas les principaux clients, loin s'en faut. On se croit en démocratie.
Les médias de masse le claironnent, en tirent des bénéfices et du prestige. Mais on constate des débats biaisés, des partis pris sur les questions sociétales. Il y a fraude sur la marchandise. Les animateurs laissent les téléspectateurs croire qu'ils sont clients, alors que leurs clients principaux sont les industriels. En démocratie, tous les médias de masse, privés ou publics, devraient être obligés de séparer recettes publicitaires et informations, suivre une loi allant dans le même sens que celle de 1905, instaurant la séparation des médias de masse et de la religion de l'argent. Les éditorialistes pourront se permettre de demander aux hommes politiques pourquoi rien n'a été fait pour le réchauffement climatique, quand les dirigeants des médias de masse s'attaqueront eux-mêmes à améliorer la situation climatique. Ils pourront critiquer à l'antenne un fabricant ne mettant pas de vraie olive dans son huile d'olive, quand eux-mêmes fabriqueront des émissions de débat où il y a du vrai débat. Récemment encore, dans un JT, ils ont montré d'un doigt accusateur un monsieur prônant un mode de vie sain, faisant la publicité pour ses accessoires et pour ses stages. Accusateur, un gourou. Mais les médias de masse, en se servant de ce monsieur pour faire de l'audience, font la promotion d'un mode de vie malsain, basé sur la consommation, et passent la publicité pour des accessoires de consommation qui détruisent la planète et leur apportent de l'argent à foison. Je pense aussi à ce débat sur une radio culturelle à propos de la photographie journalistique. Le motif était cette inqualifiable photo d'un enfant gisant sur une plage. Le photographe journalistique prétendait qu'il prenait une photo pour donner au public une idée la plus juste possible d'une réalité. Mais l'intervieweur de cette émission était soit très naïf, soit menteur, ce qui est gênant pour une chaîne culturelle. Entre plusieurs photos de ce même événement, il est évident qu'il sera choisi celle qui fait le maximum d'audience. La justesse de la réalité est accessoire. Avec ce genre de photos, l'information essentielle est d'un autre ordre. Le citoyen a une idée précise de ce qui met le public devant une télévision, du cynisme de certains médias pour alimenter le capitalisme. Autre détournement. Quand un journaliste montre les exploitations de sapins en coupe rase et s'inquiète du désastre, pourquoi ne fait-il pas un commentaire sur les désastres dus aux produits de grande consommation, objets des publicités juste avant et après ? Les engins dévastateurs des coupes rases sont pareils aux publicitaires, dévastateurs des pensées en coupe rase. Les subventions aux entreprises qui déchiquettent de beaux troncs d'arbres sont comme les subventions allouées aux chaînes à audience. Dans les émissions sur le tourisme de masse, sur les paysans, sur la consommation de viande, impliquant les conditions de travail dans les abattoirs, le regard est constamment détourné de la responsabilité évidente des médias de masse. La maison brûle et les médias de masse nous font regarder ailleurs. Comme autre technique, il y a les sondages. Là, il est curieux de constater que les médias de masse s'appuient sur des sondages ne mentionnant jamais la défiance du public envers les médias, pourtant sujet de préoccupation majeure. Ce sujet vient sur la table une fois par an, histoire de faire croire à une transparence, mais par quelle manipulation ne voit-on plus ce sujet apparaître comme préoccupation principale dans les sondages le reste de l'année ? Les Français n'ont plus le droit d'en parler, alors que si on les écoutait, des missions parlementaires pour traiter le problème devraient exister depuis 30 ans. Le grand débat aurait dû faire apparaître aussi ce problème en première place, et il n'y a eu aucune évocation. D'ailleurs, dans beaucoup de sondages, les questions sont posées par les médias de masse, et les gens répondent avec les informations trouvées dans les médias de masse. L'analyse critique en prend un sacré coup. Il y a aussi des techniques dans les interviews. Le journaliste, au fait de la chose, piège, met mal à l'aise et crée de l'audience grâce à un croche-patte verbal intentionnel de la personne interrogée. C'est un délit d'initié, vicieux pour l'interviewé et aussi pour les téléspectateurs, pouvant voir dans ce genre de pratique un exemple développant l'irrespect. Ce croche-patte médiatique est à rapprocher de celui qu'une journaliste avait fait en vrai à un migrant qui courait pour fuir un danger. Il avait fait grand bruit, lui, il y a quelques années, le monde journalistique se scandalisant qu'une consoeur ait pu avoir recours à ce procédé pour l'audience. Alors que les croche-pattes verbaux sur les plateaux de télé sont constants, mais jamais montrés comme tels, jamais dénoncés. On pourrait aussi parler du débat sur les sources, sur les chiffres, leur interprétation, le recours au discours scientifique biaisé. Reconnaissons pourtant aux médias de masse leur inventivité, les techniques sophistiquées utilisées, les plateaux de télé régulièrement remis à neuf et alliant les technologies innovantes. Malheureusement, cette inventivité a davantage à voir avec le chiffre d'affaires qu'avec la démocratie. Les techniques au service de l'audience ne manqueront jamais. Quelle ambition les animateurs et les gens qui passent à la télé donnent-ils à ceux qui les regardent ?
ne leur donnerait-il pas l'ambition de passer à la télé, de faire des émissions où on est vu, de faire 20 ans après une émission qui parle des émissions qu'il y a eu à la télé, une boucle sans fin, sans autre sens que faire regarder, d'animations soi-disant divertissantes, mais plutôt abrutissantes, et mangeuses de temps. Bien entendu, il n'y a pas que cela, mais les médias de masse, à la longue, instillent ces réflexes et fabriquent davantage de futurs créateurs d'audience que du terreau pour faire prospérer l'humanité. Quel monde se construit quand dans les émissions dites sportives, le temps est consacré à parler de sujets creux, quand des heures durant, des commentateurs payés qui se prennent au sérieux font mine de débattre à propos de 20 pauvres bougres qui tapent dans un ballon, très doués sans aucun doute, ce n'est pas le débat, mais corrompus. Ou encore quand on ose demander aux femmes sportives une tenue ou un look qui soit sexy pour l'audience. Je précise clairement que je suis pour le sport, celui pratiqué par tous dans le respect, l'humilité, l'authenticité et les valeurs sportives. Je suis plus dubitatif sur le sport d'aujourd'hui, pur produit de la médiatisation, exploité à des fins financières, anesthésiant de première qualité. Les médias de masse peuvent créer de très belles choses, de beaux reportages, des émissions remarquables, sans oublier que des humains passionnés y travaillent. J'attire l'attention là-dessus parce que le fonctionnement basé sur l'audience, le paraître, la notoriété et l'argent faussent toutes ces belles promesses. La masse d'énergie, de motivation, de professionnalisme mise au service d'un modèle de société basé sur l'envie de passer à la télé, cette masse d'énergie me semble gâchée sur une planète qui souffre. Si plutôt que de les corrompre, la télé montrait des candidats motivés par l'importance à faire de belles choses, on tirerait la société vers le haut. Mais malheureusement, là n'est pas son intention. Pour l'audience, les candidats participants doivent réussir exagérément ou être des pitres ou n'avoir aucun sens critique, et la télé est alors prête à les payer très cher. Ils deviennent agents commerciaux, la télé achète leurs paroles. Les animateurs sont là pour caresser les candidats dans le sens du poil, les encenser, les persuader que leur passage à la télé est une réussite, insister sur le fait qu'il est normal que le travail qu'ils ont fourni pour être sur le plateau rapporte exagérément de l'argent, mais, entre parenthèses, où y a-t-il du travail dans l'épanouissement par une passion ? D'autres gens dans la société travaillent effectivement beaucoup plus durement avec de vrais métiers. Ne méritent-ils pas donc davantage la reconnaissance de l'animateur télé et les 100 000 € en prime ? Fermons la parenthèse. L'animateur fait tout cela car c'est son métier, sinon il n'est pas payé ou son émission est ôtée des programmes. Et pour le candidat, une dérive de ses motivations premières, de sa passion, c'est de se corrompre, d'apprendre des choses pour passer à l'antenne, d'être vu à côté de l'animateur vedette, de gagner de l'argent en quantité pour faire les voyages présentés dans les publicités, et être soumis par contrat de faire les émissions futures à forte audience. Ne plus être lui-même. La télé montre ça en exemple, la société s'éloigne d'elle-même, se déstructure. La mode aujourd'hui, c'est que sur la moindre émission, sur n'importe quel sujet, les médias de masse jouent dans la cour du capitalisme, mettent en vedette une voiture, un portable, une tablette, des ustensiles de marque, des aménagements, tout cela donnant envie, poussant dans le sens de la surconsommation, ambition suprême. Après les confinements Covid, nous avons tiré des leçons. Mais qu'ont fait les médias de masse ? Ils vivent de la surconsommation, des publicités. Pouvaient-ils prôner autre chose que leur retour le plus rapide au mode de vie d'avant, le retour à la normale ? C'est quoi normal ? Devaient-ils montrer ceux qui changeaient de vie pour sauver la planète ou insister sur les quelques-uns se remettant à surconsommer ? Pour le business, aucune hésitation. Et il fallait faire vite. Ces images feront d'ailleurs dire à certains « Mais ils sont fous, les gens se remettent à consommer, c'est une vraie ruée. Et voilà, c'est reparti comme avant. L'humain est comme ça, on n'y peut rien. » En réalité, mais l'humain n'est pas comme ça. Les médias de masse fonctionnent comme ça. La médiatisation engendre la généralisation et fait repartir la consommation déraisonnable. Les médias de masse n'ont plus qu'à attendre 1 mois ou 2 et afficher les statistiques prouvant le redémarrage effectif. La démocratie ne s'épanouit pas, la dictature de l'argent reprend le pouvoir. La confrontation simultanée à un discours et à son contraire, l'information sombre et la publicité joyeuse, le froid et le chaud en permanence, pourraient bien expliquer les différences de plus en plus fréquentes qu'on constate entre ce qu'on pense et ce qu'on fait effectivement au quotidien, en ayant l'impression de ne rien pouvoir y faire. Publicité et information, pourtant présentées de manière différente, créent un double discours sur les esprits, traumatisant et binaire, à en devenir parfois un peu fou,
schizophrènes. Si quelques personnes dans une société ont ces comportements, on les dit hypocrites, et ce n'est pas inquiétant. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le phénomène se généralise, le public est rendu hypocrite involontairement, par mimétisme sous hypnose. Les médias de masse avancent des arguments du style « avec deux discours, les gens sont davantage éduqués, ont davantage de quoi se faire une opinion ». Mais en réalité, l'alternance information-publicité a été étudiée en fonction du comportement humain. Les informations en forte majorité négative sont présentées après ouverture de journal avec solennité dans un format spécial par une personne sélectionnée. Les publicités en quasi-majorité positive viennent après jingle, musique spéciale, volume du son augmenté. Tout cela n'a pas vocation à nous apporter deux éclairages différents des mêmes choses. Tout cela a vocation à faire marcher la machine médiatique, avec un contraste entre l'information et la publicité à augmenter d'année en année. Le fait qu'on soit embrouillé est une conséquence navrante pour l'humanité, mais recherchée par les médias de masse. Le public consomme, soit parce qu'il est orienté et manipulé, soit parce qu'il est perdu, mais en aucun cas parce qu'il est éduqué. Si les médias de masse nous éduquaient, des tas de produits n'auraient jamais été consommés. D'ailleurs, combien de ceux qui passaient à la publicité d'hier sont dénoncés comme toxiques aujourd'hui? Beaucoup. Les médias de masse sont donc constamment à la recherche de personnes extraordinaires, ils leur font miroiter le succès, les achètent alors qu'en réalité, ils recherchent l'audience. Un gamin qui fait de la roue arrière avec sa moto est extraordinaire, il est montré comme une bête de foire et s'en réjouit. Les autres jeunes voient ça et s'entraînent pour un jour passer à la télé, le buzz. Ainsi, les médias de masse changent la société, qui se retrouve avec des rodéos urbains dont la dénonciation fait la joie des médias de masse, et au passage prive des enfants de leur insouciance et de leur enfance. Cette audience ramène beaucoup de publicité. Si en plus on crée une mode, on valorise un accessoire jusqu'à le rendre branché, le jackpot continue. Tout devient instrument de croissance pour des médias de masse diffuseurs de cette idée. Les sportifs sont asservis d'une manière encore pire à cause du dopage. En effet, il y a dopage car il y a contrat publicitaire, recherche d'audience, donc de performance. Imagine-t-on seulement le montant des contrats de publicité sur les manifestations sportives ? On peut les imaginer en constatant que si jamais des résultats sportifs ne sont pas à la hauteur escomptée pour mettre les gens devant la télé, les médias de masse trouvent des scandales où les joueurs sont impliqués pour faire l'audience nécessaire, prévue dans les contrats. On peut même se demander si les sportifs ne sont pas intéressés à faire scandale. Ce ne serait pas étonnant, étant déjà intéressés financièrement à tout ce qui met leurs sponsors en vue. Et quand il y a affaire de dopage, les médias de masse profitent de l'audience, encore, mais ne meurent pas, eux, prématurément des suites de consommation de produits illicites pour gagner un centième de seconde. Dans le sport médiatique, l'argent en jeu est inimaginable, pourrait résoudre quantité de problèmes. Au hasard l'exploitation des enfants qui fabriquent des chaussures ou les tenues des athlètes. Les artistes sont asservis de la même manière, les chanteurs, les magiciens de renom, les imitateurs, tout le show business, et des plateaux télé coûtant un argent fou sont montés pour un soir et un artiste y fait ses 3 notes de piano sans y voir l'énormité. Hypnotisation totale des artistes eux-mêmes. Qu'est devenu l'art ? Le sujet de la médecine est tout autant préoccupant. La phrase qui suit est parodique. La pluralité de propositions des médias de masse pour entretenir une bonne santé fait prendre conscience de la pluralité de l'offre démocratique proposée aux humains en matière de soins. Redevenons sérieux, alors qu'on a des connaissances sur des multitudes de médecines bénéfiques à l'humain et respectueuses de l'environnement, on constate sur les médias de masse l'encensement d'un seul système de santé, la chimie. Quelle pluralité démocratique! Là encore, on se rend compte de l'enfumage, du matraquage, de l'endoctrinement qui règne dans les milieux de l'information. Et maintenant, il y a même les publicités pour les médicaments chimiques à la télé. Là où il est urgent de considérer toutes les méthodes pour préserver les sources du vivant, les médias de masse ne proposent de sauver l'humain que par une approche économique, pour leur intérêt personnel. J'aimerais ici parler de Greta Thunberg. Essayez de vous remémorer la toute première fois que vous l'avez écoutée ou regardée, votre réaction avant tous les commentaires sur les médias. Dans ces conditions, le plus honnêtement possible, entre les discours qu'elle a faits et ce qui se passe sur Terre, vous rappelez-vous être arrivé à la conclusion « c'est clair, cette jeune fille est manipulée par un parti politique ou par un lobby. Elle n'est pas sincère, évidemment. » Moralement, un tel raisonnement a peu de chances d'être élaboré, très très peu de chances. Mais certains médias ont émis cette thèse de la manipulation, médias faisant rapidement des adeptes en masse, parlant entre eux.
J'avais pas vu les choses sous cet angle, mais si des gens pensent cela, c'est peut-être la vérité. Et ceux qui pensent masse et business ont dû réfléchir. Cette thèse n'est pas rationnelle, elle aurait pu ne pas exister, mais maintenant qu'elle a été imaginée, on va la diffuser, en prétextant la liberté d'expression. Qui peut nous en empêcher? Elle devrait faire une sacrée audience. Dans ce scénario, il n'y a pas adhésion ou pensée élaborée par une grande masse de spectateurs, il y a crédibilisation par des médias de masse d'une hypothèse marginale. Des gens qui n'auraient jamais pensé ça de Greta Thunberg se retrouvent à adhérer à une thèse élaborée pour qu'elle devienne une conviction, la conviction que Greta est mauvaise, vicieuse. Tout cela uniquement pour vendre des espaces publicitaires. A-t-on conscience de la monstruosité? Alors qu'elle se bat contre la pollution, les médias de masse l'instrumentalisent avec pour conséquence de polluer sous la protection de Sainte Notre-Dame de la liberté d'expression. Ici, je vais évoquer quelques mimétismes médiatiques, c'est-à-dire les comportements réflexes acquis à force de les regarder. Cela se passe insidieusement avec le temps à tel point qu'on pourrait croire que les médias nous ressemblent. Par exemple, les médias donnent le réflexe de se focaliser sur un détail, choquant, curieux, mais en réalité insignifiant, pour juger une situation, et nous occulter les gros problèmes. Ainsi, ils ont pointé l'eau à couper quand on se brosse les dents, plutôt que de dire que le problème majeur, c'est la pollution de l'eau et des humains par le dentifrice. Pas qu'il aurait fallu, comme tous les polluants ménagers, remplacer par des produits 100% respectueux de l'environnement depuis 40 ans. Une fois ce réflexe pris dans la vie, on ne voit plus que les petits détails. Et beaucoup d'énergie sont passées sur des détails. Et on dit, on va commencer par ça, c'est déjà bien. Et les médias en sont tout contents, car on va les juger eux aussi sur des détails, par mimétisme. Sur les gros dossiers, ils seront tranquilles. On va les accuser sur une petite fake news, ils vont faire le petit examen de conscience pour rassurer, faire croire à leur intégrité, et on ne les attaque pas sur tout le reste. Ils justifient leur fonction en démocratie en nous montrant une émission sur la pollution pendant un jour, et diffusent des publicités constamment qui balayent tout d'un revers de main. On parle de plus en plus souvent du placement de produits, ces produits de marque mis en valeur dans les films afin d'en faire de la publicité au profit du réalisateur. Mais ce phénomène a lieu maintenant dans les émissions, toutes, même celles qui prétendent dénoncer des scandales. Et les animateurs font ainsi la promotion, voire mettent en vedette la voiture, en interviewant dedans, en filmant les trajets. On croit rêver, cauchemarder, lire un roman de l'excellent Alain Damasio. Ce qu'espèrent les médias de masse, c'est que les téléspectateurs aient le comportement mimétique de mettre ces objets dans leur propre vie. Et le sourire de l'animatrice reporter, pas schizophrène mais bien hypocrite, lui, car conscient, est relatif à son salaire qu'elle voit ainsi augmenter. Les comportements irrespectueux vis-à-vis des invités dans certaines émissions de débat créent aussi du mimétisme. L'utilisation obsessionnelle et compulsive des portables dans toutes les séries aussi, de même que la promotion exagérée du modèle ville dans les publicités et les reportages. Autant de modèles que le public va imiter, car il fait confiance par contrat social. Dans une démocratie, les médias de masse devraient être prudents et critiques, afin que, par mimétisme, on le devienne. Les médias de masse font aussi preuve d'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie que d'accepter l'argent de la publicité d'un fabricant de lunettes en plastique recyclé au motif que, comme dit le slogan, le fabricant contribue ainsi à la sauvegarde de la planète. La différence entre l'intention et la réalité est tellement gigantesque qu'accepter cet argent devrait être illégal. Dans une émission, quand le journaliste oriente la réponse d'un sociologue invité pour qu'il donne comme seule raison au tourisme de masse l'envie des consommateurs à voyager de plus en plus, sans jamais évoquer les publicités, les reportages, les conditionnements depuis des décennies à partir aux quatre coins du monde, c'est encore hypocrite. C'est même une perversion, un tort. Aucune liberté de parole ne le justifie. C'est d'ailleurs une constatation générale. Beaucoup de phénomènes de société sont insolubles car il manque toujours la même donnée dans les réflexions, l'influence de la médiatisation de masse. On tourne les choses dans tous les sens et on ne trouve pas la solution pour qu'on consomme moins, mais tant que les médias de masse feront porter l'attention sur d'autres facteurs, souvent déjà conséquences de la médiatisation, tant qu'on culpabilise les interviewés et les citoyens, il en sera ainsi. C'est dur de reconnaître des torts, surtout pour les maîtres des mots, mais je pense que les médias de masse ne pourront pas faire cette économie. Il y a aussi de la mauvaise foi.
Exemple, quand les médias de masse prétendent, pour paraître de bons informateurs, qu'ils aident à découvrir des pratiques novatrices comme le bio, les AMAP, le localisme, l'électricité verte, les banques éthiques, alors que ces découvertes existent depuis 30, 40, voire 50 ans. Ils ont anesthésié les gens avec leurs modèles, leur faisant croire à la consommation comme source unique de bonheur, et maintenant nous donnent des leçons de vie saine. Il y a pourtant encore du chemin à faire. Les publicités avant et après sont encore là. Parlons aussi du rapport cynique au temps. Il faut du temps pour changer les habitudes. Une, parfois 2 ou 3 générations, disent les animateurs. Et cette pensée infiltre les esprits. Mais cela est totalement faux, et ils le savent. Le temps pour changer une habitude dépend de l'argent que les médias de masse peuvent encore gagner en publicité en préservant cette habitude. Les choses peuvent changer très vite quand ils y sont forcés, ou que l'aspect légal est derrière. Pour les cigarettes, tant qu'on a pu en faire de la publicité, la consommation en lieu public n'a pas évolué. Du jour où il a été reconnu la dangerosité de la cigarette pour la santé, que la loi l'a instituée et la publicité interdite, il n'a fallu que quelques années pour ne plus voir une cigarette en lieu public. 2 ou 3 générations, disiez-vous ? Mensonge. Sur la consommation de viande, si le Français en consomme autant, il ne faut pas oublier les publicités à ce sujet, omniprésentes, très optimistes et alléchantes. Si les conditions d'abattage ne sont pas bonnes, c'est que la publicité pour la viande est encore autorisée. Pareil pour les bananes au chlordécone qui ont tué nos départements d'outre-mer. Les publicités annonçaient joyeusement « Mangez la banane par les deux bouts ». Les produits lessiviels, quant à eux, ont fini par détruire notre eau potable. Tous ces désastres pour la planète ou la santé disparaîtront quand il n'y aura plus d'argent à faire avec ou que la loi obligera une conduite vertueuse. Ce ne sont pas 2 ou 3 générations qui feront quoi que ce soit. Je suis de ceux qui considèrent les humains bons, intelligents, altruistes, et dans le même ordre d'idées, je suis sûr qu'ils peuvent changer leurs habitudes très vite. Cela fait 50 ans que des gens alertent sur l'état de la planète, que des journalistes éclairés font des articles, que des auteurs engagés écrivent des livres. Parfait, mais qu'ont choisi de faire les diffuseurs d'informations de cette alerte, de cette information cruciale? Ils ont choisi de l'ignorer pour diffuser des choses plus juteuses. Alors maintenant, dans cette période tourmentée, ils informent, en faisant croire que soit avant ils ne savaient pas, soit on ne les a pas écoutés, car ils commencent à avoir peur, non pas du dérèglement du climat, mais qu'on se rende compte que depuis 50 ans, ils ont eu un fonctionnement égoïste, et ils aimeraient bien le faire oublier. Et en suivant les règles de leur art de la manipulation, ils enfument pour ne pas assumer. Ils font croire à tout le monde que les gens ne voulaient pas savoir ou que les gens étaient endormis, sauf qu'ils n'étaient pas endormis mais anesthésiés, différence majeure, et que c'étaient les médias de masse qui injectaient le narcotique dans les consciences. Curieusement, maintenant qu'il y a urgence, ils trouvent les astuces pour que tout le monde soit informé et ça marche. L'information passe comme par miracle. Les gens auraient-ils changé à ce point qu'ils entendent les messages en quelques années, pas en 2 ou 3 générations ? Ne serait-ce pas plutôt que les médias de masse nous droguent avec un nouveau procédé ? On comprend alors que les médias de masse défendent la thèse d'un humain vil, égoïste et vaniteux plutôt que bon, intelligent et altruiste, pour 2 raisons. En parlant du côté sombre des gens, ils captent la curiosité. C'est le buzz, assuré. Et sous le prétexte d'être eux-mêmes des gens, ils se mettent dans le tas, passent inaperçus, immunité assurée, jusqu'au jour où l'antidote contre l'anesthésie est découvert. La spirale médiatique, au mépris du sens critique, nous donne de moins en moins d'éléments pour faire la différence entre une information très suivie grâce à un buzz et une autre aussi très suivie parce que l'information est importante. L'objectivité et le recul quittent le débat, on se trouve dans une impasse pour penser. Cette impasse apparaît nettement quand on compare, sur un même sujet, un livre d'un côté et l'information diffusée de l'autre. Les médias de masse n'informent pas les gens, mais ne diffusent qu'une partie des arguments, les plus curieux, les plus insolites, sans jamais mentir. Voyant le peu qu'ils diffusent, on peut même tomber dans le piège de se dire qu'ils n'ont pas creusé le sujet. Piège, car ils connaissent parfaitement les sujets. Simplement, ils en choisissent les bons morceaux. Face au pouvoir des mots qu'ils maîtrisent, quel argument reste-t-il pour persuader les gens aimantés par une émission de lire les livres sur le sujet pour l'approfondir et avoir une connaissance ? Il m'est arrivé de lire un livre et 2 ou 3 ans plus tard de regarder une émission sur le même sujet. Par simple oubli de l'argumentation complète, et parce que les médias de masse sont très forts, j'en suis presque arrivé à croire qu'ils disaient la vérité et mettre le livre en doute.
Eh bien, après ce genre d'expérience, ne peut-on pas se convaincre que les gens qui lisent peu, ou pas du tout, croient honnêtement que les médias les informent? Pourquoi en douteraient-ils? Les médias sont des professionnels des mots et de la médiatisation, et jouent là-dessus. Des livres très intéressants, qu'il ne faudrait pas oublier, ont d'ailleurs été écrits sur le sujet. Quand ils distinguent clairement publicité d'un côté et information de l'autre, les médias de masse nous poussent encore dans une impasse mentale. En effet, les publicités apportent en réalité des informations, suffisamment crédibles puisque le public achète les produits en masse, et les informations, eh bien, elles présentent les méfaits de ces produits, mais sont en réalité là pour faire la publicité de la chaîne. Les vrais rôles sont inversés par rapport aux mots. Tout ça est de bien piètre qualité pour l'esprit. Or, l'information est la nourriture la plus essentielle pour l'humain. Les médias de masse doivent donc d'urgence se remettre à passer des informations de qualité parfaite. Ça pose des questions. Quelles informations passer, par qui, à quel prix, où et qui va payer, mais c'est indispensable. Le fonctionnement des médias de masse est sujet de grands paradoxes dont on entend rarement parler aux informations. La liberté d'expression leur permet d'exploiter les retombées d'un succès sportif et le scandale de dopage découvert après ce succès. Gagner de l'argent de la publicité d'une voiture et aussi du scandale des chiffres de consommation de cette même voiture. Ils donnent des leçons sur intérêt personnel et intérêt collectif, passent des émissions pour le bien commun, mais qui ne sont qu'un appât pour capter l'argent des publicités pour leur intérêt personnel financier, etc. Le téléspectateur regarde les informations, l'une chassant l'autre, avec pour conséquence aucun recul pour comprendre comment les informations ont été créées et pourquoi. À la question « Que nous cachent les médias ?», on peut avancer cette réponse. Si ça se trouve, ils ne nous cachent que les astuces pour faire de l'audience. Ils omettent les éléments importants de vérité, ne faisant pas d'audience, peut-être sous le prétexte que d'autres petits médias en parleront. Mais je vois là un danger. Les médias de masse ont ainsi participé au raisonnement « Si on veut de l'information, on va la chercher ». Mais donner ce réflexe peut vouloir dire que les médias de masse n'ont pas l'information, alors qu'ils l'ont. Ils ont toutes les informations, par définition. Ils savent ce qu'il faut dire pour sauver la planète, pour alerter les gens, pour informer sur les différentes politiques, mais, au nom de leur croissance, renvoient le public vers d'autres informateurs. Ils trompent le public, le font entrer de manière perverse dans leur système de pensée. D'autant que les gens regardant les médias de masse veulent de l'information. En les regardant avec assiduité, ils font ce travail d'aller chercher de l'information. Comment en douter? Ils n'ont aucune raison d'aller vers d'autres médias. Pour eux, les médias de masse font un travail d'information digne de ce nom. Ils dénoncent, parlent de démocratie, de progrès, font des reportages. On ne peut pas imaginer être manipulé tant qu'on n'a pas d'information sur le fonctionnement du média regardé, ce qui devrait être une fonction régalienne. Donc le système médiatique est obsolète. Tout le monde a droit à de l'information impeccable. Chez toutes les espèces, chaque individu est nourri avec le meilleur. Pour moi, le combat contre les idées pesticides dans l'information est prioritaire par rapport au combat contre les produits pesticides dans l'alimentation. Quand est sortie l'information, le nombre de journalistes est en nette diminution cette année. Les éditorialistes ont fait mine de s'inquiéter pour la liberté d'expression. Cela paraît une bonne chose, mais leurs mimiques et leurs yeux montraient le contraire. Et en se mettant à leur place, on comprend. Ils sont plutôt contents que ce nombre diminue. Ils auront moins de travail pour trier les articles et les reportages, pour choisir ce qu'ils vont décider de passer à l'antenne, et ils prendront plus facilement dans leur filet les quelques journalistes acceptant de travailler pour eux, écrivant les buzz adéquats. Et vu qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, davantage de journalistes iront dans leur sens par nécessité. Si les médias de masse étaient des informateurs, ils classeraient dans des rubriques distinctes les informations industrielles ou utiles, ou d'opinion, ou inutiles, ou de buzz, etc. Mais au lieu de cela, ils brouillent les pistes. Par exemple, ils prennent la défense des industriels qui se battent pour que le mot lait soit réservé au lait industriel de vache, et, alors que le bénéfice pour la santé est bien plus grand, ne défendent pas les fabricants de boissons végétales. S'ils ne différencient pas les informations industrielles des informations réelles, s'ils continuent à soutenir que le lait industriel est un bon aliment, présente un soda comme une boisson, font la promotion des médicaments chimiques, alors il ne faut pas qu'ils soient choqués qu'à leur égard on affirme de plus en plus « les médias de masse ne sont pas des médias fiables ni démocratiques ». D'ailleurs, la défiance du public à l'égard des médias révèle aussi un paradoxe. Constate-t-on que cette défiance les mine, les incite à se remettre en question? Eh bien non, ils en jouent, ils font de l'audience avec. Si le public est défiant,
mais continuent à regarder pour être informés de cette défiance, ça leur convient parfaitement. Et elle devient un heureux événement. C'est même pire que ça, plus la défiance sera forte, et plus il y aura de curiosité, donc de recettes publicitaires. Paradoxe intégral. Une fois de plus, on prouve que les informations sont là pour rendre le débat confus, opaque. L'audience ne devrait en aucun cas être un critère pour financer un média démocratique. Le rapport à la défiance le met en évidence de façon magistrale. Un dernier exemple, un des secrets pour mettre les gens devant les écrans est la peur. Avec la concurrence, chaque média doit transmettre une peur de plus en plus forte. Quels que soient les domaines, économie, politique, santé, même si un phénomène n'est pas plus dangereux qu'un autre, il faut le faire croire. L'avenir de la croissance des médias de masse en dépend. Ce qu'ils n'ont pas assez anticipé, ou peut-être l'ont-ils cyniquement fait, c'est que tout cela, à terme, générerait les désastres qu'on vit actuellement en réalité, et ce sont de nouveaux sujets de reportage. Alors on voit un reportage sur la disparition des arbres, la nécessité d'en replanter en masse. Reportage diffusé discrètement, chaîne à petite écoute, tard, publicité avant et après. Tant qu'on ne changera pas le principe médiatique, les arbres mourront. Comme c'est parti, ça prendra beaucoup moins d'une génération. Alors, dans les désastres montrés par les médias de masse, où ils dénoncent la responsabilité des autres, quelle est leur part? Ils se financent grâce à la publicité pour des produits contenant des pesticides. Dans quelle mesure ont-ils participé à inféoder les paysans à ces denrées mortelles? Depuis 30 ans, on est informé des retards des trains. Si à la place, on avait eu les informations sur le travail effectué pour que les trains soient à l'heure, à quoi ressemblerait le trafic ferroviaire et la fierté des agents de la SNCF? À l'occasion d'un reportage sur une affaire d'agression, on nous a rappelé que des journalistes avaient travaillé dur pendant 4 ans. Parfait. Auront-ils le même zèle à faire des émissions pour expliquer comment fonctionne le système médiatique depuis l'origine, afin d'établir le lien réel et objectif entre eux, les crises sociales, le terrorisme et le reste? Par ailleurs, quelle information a-t-on sur le prix de l'information? Que sait-on du coût d'un plateau télé tout neuf avec les nouvelles technologies intégrées, les satellites, les salaires des présentateurs et tout le personnel? Il y a aussi les 100 000 €, voire davantage, déversés à un candidat de jeu télévisé. Est-ce vraiment un jeu? L'information sur le prix de toute la machine médiatique, luxueuse, insensible aux crises, vous l'aurez remarqué, est inexistante. Et toute cette valeur apparente paraît bien disproportionnée par rapport à la médiocrité de l'information. Une partie de cette quantité d'argent ne serait-elle pas mieux utilisée à résoudre directement les problèmes montrés? Les médias aimeraient chacun avoir un maximum d'audience. Tous réunis, ils touchent la totalité de la population. Mais quand il va s'agir de porter les responsabilités, d'expliquer, de faire une autocritique, combien seront-ils? Qui demandera un rapport style Sauver 2 version médias de masse pour dédommager les victimes qui ont été abusées? Les nombreuses sources d'information, médias, livres, films, expositions, Internet, ont vocation en démocratie à donner des éléments, des tendances, des idées, afin que la société trouve, grâce à cette multitude, des éléments pour déterminer et faire évoluer ce qu'elle entend par démocratie. Les sources d'information n'ont pas vocation à être représentatives de la société. Mais dans nos systèmes, les médias de masse, sous prétexte que les gens seraient en majorité des êtres voulant consommer, justifient qu'ils vont dans le sens de la consommation pour être représentatifs. Il est logique de faire de la publicité à notre public, de ce qu'il aime. Le raisonnement est sciemment inversé. Il a suffi, il y a 50 ans, d'une légère incitation pour pousser toute la population dans une spirale accélératrice. Les médias de masse prennent le prétexte de la représentativité en démocratie du fait de leur sacro-sainte logique d'audience pour leur seul avantage commercial. Ils vont même au-delà. Des études mettent en évidence que les différentes couches sociales ne sont même pas montrées en proportion réelle dans les médias de masse, mais en proportion adaptée pour aller vers une maximisation de la consommation. La formule « c'est l'angle choisi par notre chaîne pour traiter tel sujet » relève du détournement d'attention, révèle une ligne éditoriale axée sur l'argent. En effet, quand un média de masse choisit un angle pour traiter un sujet, c'est pour faire le maximum d'audience avec le public visé, angle trouvé grâce à des experts en marketing. Il n'est pas question de démocratie ou de donner un éclairage propice à élever le niveau de compréhension du public. Dans certaines associations militantes ou petits médias indépendants, les responsables ne choisissent pas d'angle pour traiter un sujet. Ils se contentent de donner toutes les informations nécessaires pour se faire une idée et ça marche plutôt bien. Les gens se forgent une opinion objective des problèmes et c'est simple.
Le fonctionnement de masse par l'audience crée un autre écueil. Pour toucher différents publics, les messages d'une même chaîne sont adaptés en fonction des différentes cibles visées. Donc on entend sur un même média à des heures différentes, ou sur des médias différents à la même heure, des informations parfois contradictoires. Pour peu qu'on zappe, et qu'on compare les informations sur les petits médias indépendants et les publicités sur les médias de masse, et le contraste devient abyssal, et fait ressentir de la versatilité. Bien entendu, sur un sujet faisant consensus à tous les échelons de la société, les messages seront cohérents. Par exemple, tout au long de l'année, on nous expose à longueur de journée les morts sur les routes, les scandales politiques, les innombrables faits divers, les vols de métaux, les institutions qui dérapent, les euros qui se perdent, d'une part. Et d'autre part, quand il y a des attentats sur notre sol subitement devenus notre beau pays, les mêmes médias montrent tout le monde manifestant en criant que l'on vit dans une démocratie idéale, où il fait si bon vivre, où tout le monde est gentil. Cette versatilité engendre des perceptions fausses du monde et ne pousse-t-elle pas inconsciemment à devenir versatile ? On retrouve la versatilité des médias de masse à propos du temps pour résoudre les problèmes. Là où ils affirment que telle mesure va prendre des générations, ils seront dans l'affirmation inverse, si des raisons font que cela se précipite. Une information chassant l'autre, le public, pourtant témoin et victime de cette versatilité, est amené par la manipulation à la refouler, malmenant encore à son insu son sens critique. Par contre, les médias de masse ne pardonneront jamais la versatilité aux autres, aux hommes et aux femmes politiques en particulier, c'est une source d'audience intarissable. J'exprime ici la crainte que les médias de masse aient des méthodes populistes, poussant par mimétisme une part du public à adhérer au populisme par contagion. Contagion car les spectateurs sont victimes de ce populisme médiatique et n'a rien d'une adhésion au sens politique. J'appuie ma crainte sur les critères définissant l'idéologie populiste. On peut constater ceci. Au contact de médias de masse peu scrupuleux, le public voit son opinion orientée, son droit à les critiquer inexistant, sa liberté de jouir de ses ressources et son identité fortement influencée par la publicité, et sa liberté d'expression censurée voire annihilée. Tous les critères sont en accord. Et en regardant certains partis ou mouvements ceux critiqués comme populistes par les médias de masse, on voit qu'ils ont recours à des stratagèmes pour passer leurs idées identiques à ceux pour faire de l'audience. Les médias dénoncent le populisme en ayant, dans les faits, recours à des astuces populistes. Un conférencier aura beau dire « le monde va trop vite, il faut ralentir à tout prix ». S'il accélère le rythme de ses conférences, il incitera dans les faits à accélérer. Quand on dit à un enfant de respecter les autres sans le faire soi-même, on pousse l'enfant vers l'irrespect. De même, quand un personnage politique ou un média lutte contre les populistes avec 2 petites phrases, sans recul, autoritairement, il fait avant tout la promotion du populisme. Imaginez que j'exprime ma crainte sur un plateau télé. La réaction est énervée du style « c'est clair, vous voulez faire porter tous les torts aux médias, c'est de l'acharnement », risque bien de sortir. On remarquera son caractère populiste, excessif, et tout ou rien, alors que pour moi il s'agit juste de savoir quels torts leur reviennent pour assumer. Constatons aussi que dès qu'on évoque par exemple une écologie un peu rigoureuse, les médias de masse parlent tout de suite de retour à la bougie. Autre syndrome populiste. Ils nous habituent aussi à être pour ou contre, de droite ou de gauche, pour le nucléaire ou le retour à la bougie, sans discernement, sans nuance, excessif. C'est plus simple pour eux, plus médiatique, plus buzz, mais par commodité de business, cette conception binaire va contre une diversité de pensée. Ce n'est pas le reflet d'une réalité sociale. On peut être de gauche sur un sujet et du centre sur un autre, ou écolo encore ailleurs, voire populiste ici. Masculin là, féminin ailleurs. La vision médiatique de masse nous impose des schémas de pensée, toujours au nom de cette fichue audience, et monte non seulement les gens les uns contre les autres, mais perturbe les équilibres à l'intérieur même de chaque citoyen. Les émissions sur les sujets industriels donnent toujours le même sentiment de destruction à grande échelle, d'impuissance à freiner un rouleau compresseur fou, de monstruosité des enjeux. Les médias de masse sont un système industriel de diffusion de l'information, le seul à ne pas faire l'objet de documentaires similaires. Comportement encore cohérent avec un idéal populiste. Je recommande l'émission Italie et Mafia, un pacte sanglant,
Quand on remplace mafia par médias de masse, qu'on exclut bien entendu les meurtres et les attentats, toute proportion gardée, on obtient une photo, retouchée, mais curieusement ressemblante à notre système. Gandhi disait « L'exemplarité n'est pas la meilleure façon de changer le monde, c'est la seule ». J'adhère tout à fait. La question est de savoir où sont nos exemples, où on les voit, quelle influence ils ont. Puisque grâce au marketing, les produits se vendent malgré une information sur leurs méfaits, si on veut la démocratie, la logique serait que les médias de masse prennent exemple sur les publicitaires. La compétence à faire les publicités adaptées aux missions informatives montrerait les exemples vertueux en masse. Les médias de masse gérés comme aujourd'hui donneront toujours les exemples plongeant la planète dans le chaos. Ils ont intérêt que des millions d'êtres humains ne s'occupent plus de maintenir cette belle planète en état, qu'ils regardent un écran le plus longtemps possible et achètent des produits. Alors les médias de masse montrent des exemples, pris comme référence, représentant une force magistrale de motivation sociale. Eux-mêmes sont des exemples. Le marché influencé par l'information est très facilement manipulable. Les médias de masse savent augmenter exagérément l'envie du public à avoir de plus en plus d'informations, mais en réalité, l'information nécessaire dont on a besoin pour vivre est très faible. Si les citoyens prennent le contrôle des organes d'information, ils géreront la quantité raisonnable à diffuser. Bien entendu, les diffuseurs d'informations actuels réagiront tout de suite. C'est impossible. Comment persuader les citoyens de gérer des médias qui semblaient ne rien leur coûter ? Le premier élément, c'est que les médias de masse leur coûtaient très cher, mais de manière complètement occulte. Un autre élément, c'est que c'est le job des médias de masse d'expliquer. Expliquer pourquoi l'information n'est pas gratuite et persuader. Ils proclament que c'est impossible de persuader les citoyens de les gérer, non qu'ils ne savent pas comment persuader les gens, mais qu'ils ne veulent pas aller vers un autre modèle. Ils ont peur de perdre leur pouvoir, de perdre de l'argent. En expliquant aux gens, il n'y a pas de problème. Les mots sont puissants. Les médias de masse savent utiliser les mots quand il faut vendre, faire peur ou inventer des formules choc. Ils sauront expliquer très facilement. C'est leur métier. Il suffit qu'ils le fassent avec passion. La passion, maître mot. On changera l'ordre mondial en faisant pression du peuple, par la voie d'un monde journalistique militant. Si le tribunal du peuple exige une étude indépendante sur le fonctionnement médiatique, une diffusion de ses résultats sur des médias indépendants, des sanctions par une juridiction indépendante et une commission populaire pour proposer une autre médiatisation de masse, tout peut changer en quelques mois. Une mission des médias de masse est d'apporter de quoi se faire une opinion. Dans les faits, ils diffusent des opinions créatrices de curiosité, et cette carence médiatique est comblée par toutes les démarches militantes associatives. Il suffit donc d'opérer un transfert de compétences, d'argent et d'énergie vers le peuple militant pour que la mission redevienne assumée. Cette opération comporte des incertitudes, mais pour quelles raisons aurions-nous peur de cette démarche, surtout si elle supprime les angoisses artificielles et démesurées que nous ressentons parfois face aux informations diffusées actuellement ? Tentons au moins de construire des médias de masse citoyens rassurants. Enfin, je finis par la télé. À cause du business, la télé, prévue à l'origine pour informer les masses, exploite maintenant ces masses. Les rôles ont été inversés. Pourtant, alors que l'information est capitale, les élus n'évoquent que très rarement une réforme du système d'information. Les citoyens devraient donc leur imposer d'inverser à nouveau les rôles. J'ai entendu plusieurs fois le public doit se désintoxiquer de la télé. Il doit s'en tenir éloigné le plus possible. Alors que ce média de masse a des performances remarquables, exceptionnelles pour une démocratie, le peuple devrait s'en éloigner alors qu'il n'est pour rien dans sa perversion. Une idée peut donc être de proposer ce premier chantier citoyen, que la télé soit remise à sa place, que nos élus instaurent un média des médias, régalien, que le jumelage de la liberté d'expression des citoyens avec celle des journalistes soit effective. Lançons ce défi. Quelle chaîne de grande écoute commencera ce travail, impliquera des citoyens dans tout son fonctionnement pour qu'ils en contrôlent les règles, l'éthique, et accompagnera la reconnaissance indispensable des préjudices causés depuis 50 ans. L'argent dépensé aujourd'hui devrait suffire à tout faire. Merci. Merci de votre audience.